Alors, donc, le webinaire de cet après-midi est consacré donc à la facturation électronique, avec pour objectif, effectivement, d'essayer de tenter de transformer l'obligation en opportunité. Si vous pouvez couper vos micros, parce que je m'entends en retour. Transformer l'obligation donc en opportunité dès octobre 2025, donc dès maintenant, parce qu'on verra que la réforme devra entrer en vigueur le 1er septembre 2026. Alors, on va aborder au cours de ce webinaire donc 7 points. Pourquoi cette nouvelle obligation de facturation électronique? De quoi s'agit-il exactement? Qui est concerné? Quel calendrier de mise en application? Quelles sont les nouvelles contraintes pour les TPE et les PME? Comment nous, on va vous accompagner en fait sur ce sujet de la facturation électronique? Et un 7e point de synthèse. Alors pourquoi cette nouvelle obligation de la facturation électronique? Le graphique ici montre que c'est un phénomène mondial, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ont adopté d'ores et déjà, vous voyez loin d'ailleurs les pays d'Amérique du Sud ont adopté la facturation électronique. Mais aussi en fait une réforme européenne, une volonté au niveau européen d'introduire cette notion de facturation électronique. On a déjà du recul puisque l'Italie, donc en 2019 récemment, est passée à la facturation électronique. Donc, on a déjà une expérience à ce niveau-là. Et d'autres pays européens vont passer ou sont en discussion. Nous, côté français, on devait passer en 2024. Et le projet a été reporté de 2 ans pour permettre à l'État en fait, de construire la plateforme publique de facturation électronique. Pour autant, pour des raisons budgétaires, l'État ne s'est pas lancé sur cette plateforme gratuite et donc a laissé le champ aux acteurs privés pour proposer des solutions de facturation électronique et de dépôt de ces factures sur les plateformes agréées. Donc voilà, donc la réforme normalement devrait entrer en vigueur au 1er septembre 2026. Alors, l'objectif de l'État, très clairement, c'est de récolter plus de TVA. On parle de lutte contre la fraude à la TVA. Des statistiques anticipent éventuellement 15 milliards de TVA à recouvrer supplémentaires. L'idée aussi, c'est par des systèmes de reporting finalement assez fréquents, de pré-remplir à terme les déclarations de TVA, sous réserve bien sûr pour les contribuables de vérifier ce montant de TVA. L'argument qui est mis en avant également, c'est de réduire les coûts et les délais de paiement côté vendeur, hein, puisqu'il y aura une accélération de la vitesse des encaissements et une amélioration de la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Bon, pourquoi pas. Donc, qui est concerné? C'est un point important. Les personnes concernées, ce sont les personnes qui sont soumises à la TVA. Donc tout le bloc ici vert. Et on peut déjà d'ores et déjà retirer toutes les personnes qui sont non assujetties. Hein, ce sont les particuliers, les associations à but non commercial qui sont vraiment non soumises aux impôts commerciaux et les entreprises qui sont étrangères établies en France, ce qu'on appelle B2B, business to business, international. Tous les autres vont être concernés d'une façon ou d'une autre, concernés par la facturation électronique. Donc on a la partie non redevable, c'est les gens qui sont au micro. Eux, ils sont assujettis à la TVA, mais pas redevables parce qu'ils ils ne facturent pas de TVA. Pour autant, ils devront émettre une facturation électronique en émission. Donc ça peut concerner un certain nombre de personnes, notamment les auto-entrepreneurs, ou les gens qui relèvent du micro. Après, vous avez toute une catégorie de redevables de la TVA. Donc ça, ce sont tous les professionnels qu'on peut imaginer qui établissent des factures avec TVA, seront soumis à la facturation électronique en établissement de facturation électronique. Et puis, vous avez des exceptions où les personnes seront non soumises parce que
ils ont une activité exonérée, donc ils n'auront pas l'obligation d'émettre des facturations électroniques quand ils travaillent avec des professionnels. Pour autant, ils seront soumis à l'obligation de recevoir des facturations électroniques. Donc, ce sont tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, de l'enseignement, pour la partie exonérée de TVA, toutes les opérations immobilières aussi pour lesquelles on n'aura pas opté. Et bien sûr, les banques et les assurances. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Je vous donne ici deux cas de figure, deux cas d'usage. Il faut savoir qu'il y a 36 cas d'usage qui ont été inventoriés par l'AFNOR. On communiquera plus avant sur les cas d'usage particuliers, mais là, à ce stade, on vous donne, on fait un éclairage sur les deux cas classiques, deux cas de figure classiques. Voilà, donc deux cas de figure. Alors, excusez-moi, je vérifie. Voilà, de quoi s'agit-il exactement? Les principaux cas de figure. Donc, l'obligation va changer les habitudes, bien sûr, de facturation et de paiement. Parce que ça va créer en fait deux types d'obligations. La principale, c'est l'obligation d'émettre en format structuré une facture dite électronique, à pas confondre avec les factures PDF, hein, bien sûr, on le verra tout à l'heure. Donc ça, c'est le e-invoicing, la facturation en format structuré. Et une autre obligation qu'on appelle de e-reporting, c'est la transmission des données de transactions et de paiement à l'administration fiscale lorsqu'on travaille avec des particuliers. Ça, c'est les deux grandes catégories, finalement, les deux grands chapitres de la facturation électronique. Et le calendrier de mise en œuvre est progressif, hein, puisque c'est d'une part, ça se fait en deux étapes, on le verra, donc 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027. Donc les fameux cas d'usage, donc la facturation électronique dans le premier cas d'usage va créer 4 nouvelles obligations. C'est le cas du professionnel qui va travailler avec un autre professionnel. C'est le cas classique du e-invoicing classique B2B. Donc les 4 obligations. La première obligation, c'est d'émettre une facture dans un format structuré. Donc le Word, le Excel, le OneNote ou le PDF n'est pas considéré comme une facturation électronique. On aura encore la possibilité d'émettre effectivement en format non structuré jusqu'au 31 décembre 2027. Mais il faudra en fait avoir recours à un logiciel agréé, on va dire, qui va émettre un fichier PDF XML, une facture X. Donc ça sera à la fois un PDF et un format XML qui sera attaché au fichier de facturation. Donc on a côté pile, hein, le côté face, on va dire, hein. Côté face, le PDF, et puis après côté revers, vous avez à l'intérieur du fichier un fichier XML qui contiendra les mentions obligatoires de la facturation électronique. Donc là, vous aurez recours à vos logiciels métiers. Nous, on pourra vous en procurer, hein. Il y a des petits logiciels qui permettent facilement d'émettre une facture en format facture X. Donc toujours dans cette structuration, c'est ces 34 données inclures dans les factures. Il y a une première vague, hein, de 26 mentions obligatoires en émission pour ceux qui sont obligatoires. Donc en gros, les grandes entreprises qui devront émettre obligatoirement les facturations électroniques au 1er septembre 2026. Vous avez une deuxième vague de mentions obligatoires, 8 mentions obligatoires qui s'additionnent, qui vont s'additionner à la première vague à partir du 1er septembre 2027. Donc vous aurez l'obligation d'émettre les 34 données de facturation obligatoire. On voit que j'ai mis en gras certaines dates, certaines mentions qui sont généralement qu'on ne retrouve pas dans les factures classiques. Donc là, il faudra les mentionner parce que, comme je vous l'ai mis là, c'est un risque de rejet. Si les mentions obligatoires ne sont pas toutes mentionnées, bah, ça risque d'être rejeté par la plateforme, votre plateforme en émission, ce qui fait que votre acheteur n'aura pas l'information, hein, de la facture. Donc ça créera des difficultés. Donc d'où l'intérêt d'anticiper, bien sûr. Donc on voit que c'est un format plus rigide.
Et voilà, il faudra préparer les choses. Obligation numéro 2, la transmission de votre facture au client ne se fait plus par mail ou par exit aussi les comptes fournisseurs où il faut aller chercher les factures. Donc maintenant, tout se fait par les plateformes agréées, ex-PDP. Donc vous allez transmettre votre facture à votre PDP, plateforme agréée, qui transmettra votre facture sous format électronique, sous format FactureX, à la plateforme de réception de votre client. Et via un annuaire national d'ailleurs, hein, puisque c'est du coup là c'est l'administration qui va gérer l'annuaire national. Je vous en reparlerai, mais avec justement l'identification précise de l'entreprise pour savoir où est-ce que la facture d'achat va atterrir, dans quelle plateforme. Après, obligation numéro 3, c'est un suivi de la facture, du statut de la facture en fait sur la plateforme. C'est-à-dire que avant, vous receviez papier ou vous recevez électroniquement, vous faites un bon payé interne, un bon à payer, et puis vous procédez au règlement. Là, en fait, tout devra être fléché informatiquement via la plateforme où vous serez censé en fait accepter la facture, voire la rejeter totalement ou partiellement, et procéder éventuellement à son encaissement via la plateforme. Un des enjeux important en fait de la facturation électronique, c'est pour les banques, c'est la commission interbancaire, parce que il y a un certain nombre de disrupteurs en fait sur ce marché qui sont donc les factures de plateformes électroniques qui voudront en fait capter une partie des commissions interbancaires. Donc il y a un sujet central aussi sur la partie paiement. Donc il y a un certain nombre de plateformes qui aussi donnent un niveau de droit. Quand il y a dans une entreprise, il y a plusieurs parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise pour valider les factures. Donc il y a eu aussi une gestion de droit, hein. Donc voilà, l'obligation numéro 3, obligation de suivre la facture via la plateforme. Donc on voit que le workflow va changer, hein. Ça sera un workflow différent, une modalité de travail différente, qui va être un peu révolutionnaire, entre guillemets, pour les petites et moyennes entreprises. Obligation numéro 4, c'est la transmission à l'administration fiscale. Et ça sera en fait, on va dire, en temps réel. Cette transmission se fera par votre plateforme agréée via l'annuaire national. Et il y a une complexité aussi qui se rajoute, c'est que les données de paiement, celui qui règle devra transmettre les données de paiement à l'administration fiscale. Ce qui peut poser un certain nombre de complexités. Les logiciels ont une promesse, bien sûr, de rendre tout ça très fluide. Les sanctions sont importantes. Je pense que c'est 15 € par facture non conforme et avec un plafond maximum de 15 000 € par an. Le sujet, c'est pas trop à mon avis, hein, parce que j'avais eu une conférence par monsieur facturation électronique à la DGFiP, le fonctionnaire en charge de ça. Le sujet pour la DGFiP, c'est ils ont mis ça en place parce ils s'attendent à ce qu'il y ait des entreprises qui soient réfractaires complètement à la facturation électronique. Or, dans la chaîne de valeur et puis la chaîne des paiements, etc., ils vont rompre la chaîne, hein, donc ça sera compliqué. Eux-mêmes ne pourront pas se faire payer. Les acheteurs ne pourront pas recevoir les factures. Donc voilà, il faut que tout le monde joue le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a des sanctions qui ont été mises en place. On a vu le cas numéro 1, donc B2B, avec 4 obligations de facturation électronique. On a vu transmission, format structuré, etc. Gestion par la plateforme. Là, en fait, on est dans le cas numéro 2. On va dire c'est le cas quelque part du restaurant, voilà, le cas du restaurant qui va travailler, lui, qui est assujetti à TVA, et qui va travailler en fait avec des particuliers ou qui va travailler avec des entreprises internationales qui de ce fait ne seront pas immatriculées en fait dans l'annuaire, hein. Donc là, on est dans un cas finalement où la facturation est complètement libre, c'est comme avant, Word, Excel, PDF, les caisses enregistreuses.
On peut même utiliser du XML si on veut, hein, du FactorX. Les transmissions, dans le cas du restaurant, vous voyez, c'est voilà, c'est libre. Ça peut être par mail, de la main à la main, on édite le ticket, etc. Voilà, il peut y avoir des possibilités à effectivement intégrer ça dans une PDP, mais avec des cas d'usage particuliers pour les restaurateurs, pour les factures de plus de 150 €. Mais voilà, la transmission est libre. Par contre, la grande novation, c'est qu'on doit quand même transmettre, ces personnes devront transmettre en format e-reporting les données de transaction et de paiement à l'administration fiscale. Là, pas cette fois-ci au rythme de la TVA, c'est tous les 10 jours. Donc ce qui est un rythme très important, hein, qui va s'ajouter en fait au calendrier de la TVA. Pourquoi 10 jours? On pourrait dire, bon voilà, pourquoi? C'est parce que en fait, ce sont les grandes surfaces qui ont souhaité, pour des raisons de volumétrie, transmettre, justement, s'acquitter de cette obligation tous les 10 jours. Donc c'est une obligation maintenant qui s'impose à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuelles, mais il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc les sanctions du e-reporting, c'est effectivement une amende de 250 € par transmission omise, avec un plafond de 15 000 €, ce qui est finalement assez élevé. On sait que les commerçants qui n'auront pas de caisse agréée devront remonter manuellement sur la plateforme, saisir manuellement les aides de caisse pour que les aides de caisse en centralisation soient transmises, les aides de caisse soient transmises tous les 10 jours. Donc, il y a un cas numéro 3 qui est la dispense de invoicing et de e-reporting. Ce sont toutes les professionnels de l'assurance en émission, professionnels de santé et activités d'enseignement immobilier. En émission, ils sont dispensés. Par contre, ils devront recevoir les factures et donc s'immatriculer à la PDP pour recevoir les factures des personnes assujetties à la TVA qui leur factureront une prestation avec TVA. Livraison de biens ou livraison de services. Le calendrier de mise en application est progressif et donc il concerne uniquement les grandes entreprises et les ETI à partir du 1er septembre 2026 en émission. Par contre, en réception, les TPE-PME sont obligatoirement une obligation de s'affilier et de recevoir les facturations électroniques. En émission, à partir du 1er septembre 2027, toutes les entreprises seront concernées. Bon, il est possible qu'il y ait un glissement de calendrier jusqu'au 31 décembre 2027, éventuellement, on pourrait imaginer, pour laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Pour autant, le calendrier semble définitif. Le calendrier, en fait, sera complètement finalisé à partir du moment où la période de test qui a lieu en ce moment aura fait ses preuves. Et donc, normalement, on aura le retour de ces tests à partir de janvier 2026. Auquel cas, si les tests sont favorables, on enclenchera le calendrier. Et c'est des tests d'échange entre plateformes et de réception par l'administration fiscale. Alors, tout ça, on voit que ça crée aussi des nouvelles contraintes, hein, quand même, pour les entreprises. Les contraintes, ce sont la gestion de la conformité des factures de vente, 34 mentions obligatoires. Le diable est dans les détails. Quand vous travaillez par exemple avec une entreprise étrangère, non affiliée, il faudra quand même avoir un numéro de plateforme pour que l'entreprise soit identifiée en e-reporting, même si elle recevra la facture papier. Donc voilà, il y aura quand même cette gestion, en tout cas, de la non-conformité des factures qui présente un risque de rejet. Et donc, ça, c'est un point vraiment à anticiper. Les données de paiement devront être à transmettre tous les 10 jours pour les payeurs,
donc ça crée aussi une obligation supplémentaire. Je vous l'ai dit, effectivement, saisir sa caisse manuelle, ça faudra le saisir sur la plateforme tous les 10 jours et déclarer son chiffre d'affaires B2B international tous les 10 jours également. Gérer la période de transition. On imagine bien qu'il va y avoir une coexistence entre les PDF, les factures à les télécharger auprès de ses fournisseurs, les facturations électroniques, tout ça, il y aura une période de transition qui va être au démarrage délicate, forcément. Alors attention aux arnaques aussi, il va y avoir tout un tas de fraudes qu'on peut déjà anticiper, des factures fantaisistes qui vont s'immiscer dans la plateforme, qui conviendra de rejeter, des fausses relances, des arnaques aussi à l'inscription dans l'annuaire, des arnaques payantes bien sûr, avec votre carte bleue, etc. L'annuaire national pour s'immatriculer, pour immatriculer votre entreprise, donc il faudra faire attention. On sera là pour bien sûr vous prévenir et on va vous montrer comment on veut faire les choses. Un élément de contrainte supplémentaire aussi, c'est la gestion digitale du cycle de vie de la facture. On a bien vu, tout se fait dans la plateforme, qui pose aussi une contrainte, surtout au démarrage. Il faudra s'habituer à travailler avec cette plateforme. Et ça pose des risques, bien sûr, en cas d'une réforme mal maîtrisée. Bien sûr, il peut y avoir un dysfonctionnement des approvisionnements, puisqu'on ne reçoit plus sa facture, on ne paye plus ses factures d'achat, etc. Donc, on n'a plus d'approvisionnement. On peut voir, côté client, là, du coup, quand on est vendeur, eh bien, en fait, une baisse de sa trésorerie, puisque les factures peuvent être non conformes, peuvent être rejetées. On peut imaginer aussi des rejets un peu techniques ou même de mauvaise foi au départ de l'acheteur, donc il faut faire attention. Un suivi rigoureux, à mon avis, s'imposera au démarrage. Un accroissement du coût de traitement de la facturation, faute d'automatisation des processus, oui, bah oui, si on n'automatise pas et si on passe on est toujours en caisse manuelle, forcément, on aura forcément un problème d'accroissement des coûts. Un risque d'amende, surtout au démarrage, il va y avoir des risques, il peut y avoir des rejets soumis à amende. Et une perte de la comptabilité analytique aussi, puisque la facturation électronique ne fait pas l'imputation dans le détail de la facture, uniquement les pieds de facture. Donc, il n'y a pas de reconnaissance du centre de profit, par exemple. C'est l'exemple, par exemple, d'une facture pièces et main-d'œuvre. On ne peut pas comptabiliser dans un compte pièces automatiquement, en tout cas pièces, puis main-d'œuvre. Il faudra faire un retraitement manuel, en tout cas avoir un export particulier pour pouvoir identifier ce type de prestation à l'intérieur des factures. Alors, quel accompagnement nous on vous propose? C'est surtout pour l'instant de ne pas choisir la plateforme. On s'occupe on s'occupe de tout. Notre rôle d'accompagnement pour l'instant, là, à ce stade, c'est de nous signer un mandat pour qu'on choisisse pour vous la plateforme. Bien sûr, on vous fera des propositions. On a déjà les plateformes pressenties puisque vous avez déjà vous déposez souvent dans la plateforme Néo vos factures, donc qui sera plateforme agréée et qui normalement semble très compétent pour pouvoir gérer un bon nombre de problématiques. Donc voilà, on vous aidera forcément au cours du 4e trimestre 2025. Le Secofi va vous inscrire à partir du moment où vous mandatez. Nous, on va vous inscrire dans l'annuaire national à partir du 1er trimestre 2026, peut-être un peu avant. On sera en mesure aussi de vous faire un diagnostic des processus de flux d'achat et de vente de façon simple, mais on se rapproche de propositions là-dessus. Et après, donc, on choisira avec vous la plateforme. Et vous l'avez, ce que j'ai dit, vous l'avez déjà dans bien des cas, c'est-à-dire que c'est les plateformes qu'on vous propose. Donc, à retenir, notre accompagnement, c'est nous signer un mandat pour qu'on puisse voilà, vous inscrire dans l'annuaire et puis vous aider à choisir la plateforme. L'annuaire, l'inscription se fera au 1er trimestre 2026, le diagnostic 2e trimestre 2026 et les tests, les périodes de tests PDP-PA à partir du 3e trimestre pour que ça soit en fait
normalement, en tout cas à l'heure actuelle du calendrier, que ça soit actif à partir du 1er septembre 2026. Ça veut dire qu'il faut que ça soit prêt, opérationnel en juillet, très concrètement, avant la fermeture du mois d'août. Voilà pour la présentation. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ce qu'on va vous proposer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer en fait les slides sous format PDF, comme ça vous pourrez consulter, puis on reviendra vers vous prochainement là pour toutes les modalités administratives de la facturation électronique. Voilà, voilà. J'avais